Eh bien, écoutez, bonjour à toutes et à tous. J'espère que vous allez bien, que vous m'entendez, que vous voyez correctement mes diapos. On va donc prendre quelques minutes ensemble pour évoquer le recyclage des équipements de protection individuelle à usage unique et voir qu'il n'y a pas que les masques qui se recyclent. Alors, normalement, vous avez accès au chat. Je vais le surveiller aussi régulièrement pour voir s'il y a des questions. Alors, on va commencer tout de suite par voir le programme. Alors j'ai l'impression qu'il y a un gap en termes de temps. Il y a un temps de latence. OK. Donc au niveau du programme, on va évoquer donc les EPI à usage unique et voir précisément de quel type d'équipement on parle. On va évoquer bien sûr le masque chirurgical sous toutes ses coutures, puisqu'on ne peut pas faire l'impasse sur ce produit. On va voir quels sont les acteurs et les solutions possibles en Pays de la Loire. On aura ensuite donc Alexandre Pohu, dirigeant de MDDB, qui va nous présenter son entreprise et ses différents moyens de collecte pour les EPI. Nous aurons également le témoignage de Marion Delaval, qui est responsable QHSE auprès de Maison Prunier et qui a mis en place le tri de ces masques et très prochainement, ou peut-être déjà, de ces EPI. Et puis, je vous parlerai d'un projet masque et EPI à usage unique, un projet de collecte mutualisée qui serait porté par les CCI Pays de la Loire. Alors, avant de nous lancer dans ce programme, je vais vous présenter 3 diapos très rapidement sur les compétences CCI en matière de développement durable. Ce n'est pas forcément le champ d'action le plus connu des CCI. Chaque CCIT au sein des Pays de la Loire, donc chaque CCI départementale, dispose de conseillers en économie circulaire, avec parfois des spécialisations comme par exemple des experts en éco-conception, en EIT, tout ce qui est coopération d'entreprise, en gestion de déchets et sur le gaspillage alimentaire par exemple. Alors pour ma part, j'ai agi à l'échelle de la région des Pays de la Loire, avec comme priorité le développement et le renforcement des filières de valorisation de matières ciblées, dans le but d'augmenter le taux de recyclage des matières des entreprises en Pays de la Loire. Il y a une opération qui a été menée au cours de 2021, qui était l'opération Recyglacine. Peut-être que certains d'entre vous ont pu bénéficier de cette opération. Donc la glacine, c'est les supports, les dorsaux d'étiquettes. Et donc nous avons mis en place une filière avec la CCI. Je travaille sur différents projets, sur les vêtements professionnels, sur les équipements de protection individuelle au sens strict du terme, au sens réglementaire, tout ce qui est vêtements images également. Je travaille en ce moment sur les plastiques issus des fûts, des bidons, des big bags, et puis bien sur les masques et les EPI jetables. Alors si vous avez des questions sur des déchets un peu spécifiques à faire éliminer, vous pouvez prendre contact avec moi et puis on essaiera de trouver une solution ensemble. L'idée étant vraiment de faire émerger des filières de valorisation sur le territoire des Pays de la Loire. Alors plus spécifiquement sur les déchets, il y a 3 offres qui sont proposées par la CCI. Le Flash Diag déchets, c'est un outil en ligne. Vous allez répondre à quelques questions, ça prend 5 minutes et vous allez pouvoir vous situer à peu près sur vos compétences en termes de gestion de déchets. Une autre offre qui est proposée, c'est l'Eval déchets. Alors cette fois-ci, on va venir faire un diagnostic déchets sur votre site. On va regarder un petit peu votre organisation, voir le respect de la réglementation, dresser un premier plan d'action et on va vous accompagner sur une année. On va faire des échanges réguliers de façon à voir si le plan d'action est mené correctement, s'il aboutit ou s'il faut faire des ajustements. Et puis donc la CCI est plus connue pour ses formations, donc vous pouvez par exemple former un référent déchets au sein de votre entreprise. C'est une formation d'une journée qui, elle, est facturée 360 €. Alors pour bénéficier de ces différents services, surtout, vous n'hésitez pas à prendre contact avec votre conseiller départemental. Vous aurez la diapo à l'issue du webinaire. Donc, vous avez ici les liens vers les Flash Diag déchets et vous avez également le contact de votre conseiller dans votre territoire. Alors, on va se lancer tout de suite sur notre programme et on va
donc clarifier certains points sur les EPI. Donc l'idée, c'était déjà de faire une première mise au point sur les EPI, justement les équipements de protection individuelle. D'un point de vue réglementaire, l'équipement de protection individuelle, c'est un produit qui est certifié, normé et qui doit protéger du risque au poste de travail et par la suite être éliminé. Donc là, c'était un abus de langage en fait de ma part d'appeler ce webinaire masque jetable ou EPI jetable. Mais c'est vraiment le langage qui est utilisé généralement en entreprise. On parle d'EPI pour des tenues de protection. Donc finalement, on va s'intéresser à quoi? Eh ben, on va s'intéresser aux tenues d'hygiène jetables. On va écarter les gants jetables, car ce sont vraiment des EPI au sens strict. Ils sont généralement certifiés, normés. Ils ont pour but de protéger contre un risque chimique ou biologique. Ils sont souvent souillés en fait par le produit qui est manipulé. Donc les gants, on fait l'impasse dessus et on va s'intéresser finalement à tout ce qui est blouse, sur-chaussures, charlotte, cache-barbe, tout ce qui va être vêtements de travail jetables, qui n'a pas pour but finalement de protéger la personne, mais plutôt de protéger le produit au cours d'un process de fabrication. Alors avant d'aller plus loin, j'attire quand même votre attention sur le fait que vous seul connaissez votre environnement de travail. C'est à vous d'évaluer la pertinence d'envoyer vos tenues d'hygiène vers une filière de recyclage après évaluation du risque. Donc on ne met pas forcément toutes ces tenues au recyclage ou dans les déchets équivalents aux déchets ménagers. Alors, on ne peut pas faire l'impasse sur les masques, hein. Parmi les équipements de protection, c'est un objet aujourd'hui couramment utilisé. Et donc, dans le détail, le masque chirurgical, ce n'est pas un EPI, c'est un dispositif médical. On l'appelle aussi masque 3 plis parce qu'il est composé d'un assemblage de 3 feuilles. Alors, on va rentrer un tout petit peu dans la technique par la suite. Il faut savoir qu'en termes de quantité de masques utilisés en France, c'est très, très difficile d'avoir des informations fiables. Le masque, il est majoritairement produit en Chine et jusqu'à présent, jusqu'à je crois, juillet 2021, il était intégré avec d'autres produits dans les indicateurs d'importation. Donc on ne sait pas réellement combien de masques jetables, masques 3 plis, sont importés et utilisés en France. Dans les rapports du gouvernement, on trouve des chiffres qui sont de 50 millions de masques vendus par semaine en 2020. On estime également que ça va entre 6,8 et 13 milliards de masques à usage unique qui auraient été utilisés en 2020. Pour les seuls Pays de la Loire, le gisement en masques il est estimé à 1,8 million d'unités par jour. Ça représente pas loin de 5 tonnes de masques utilisés par jour au Pays de la Loire, ce qui est quand même considérable quand on sait le poids que ça peut représenter. Alors dans le détail, on a vu donc que le masque chirurgical, c'est aussi appelé masque 3 plis parce qu'il est composé d'un assemblage de 3 couches. Et ces 3 couches sont en plastique. C'est un plastique qui appartient à la famille des polypropylènes. Les feuilles face intérieure, face extérieure, on les appelle les spunbonds. Vous remarquez par exemple sur la diapo que la face intérieure et extérieure, il y en a une qui est bleue et il y en a une qui est blanche. Donc on peut déjà se dire que finalement, c'est peut-être pas forcément le même plastique qui est présent dessus et dessous. Et effectivement, c'est pas du tout le même plastique puisque la surface supérieure, en fait, elle a un traitement hydrophobe. Et la surface qui est face à votre visage, en fait, elle a une couche qui, elle, est en capacité d'absorber l'humidité liée à la respiration. Et puis au milieu de tout ça, on a ce qu'on appelle le melt blown, qui est un autre composé en polypropylène. Cette fois-ci, en fait, c'est une matière qui, bien que donc, similaire aux faces internes et externes, est travaillée différemment. C'est soufflé, c'est projeté en fait pour faire une sorte de fibre et réaliser un maillage qui lui va du coup avoir vraiment cette efficacité filtrante du masque. Et puis, très souvent, il y a des opérations menées sur
sur ce meltblown pour le charger électriquement de façon à ce qu'il retienne les particules. Donc finalement, un masque, c'est quand même relativement complexe. Et donc le masque, bah, c'est pas seulement ces 3 couches en plastique, c'est aussi une barrette métallique, c'est aussi du nylon, et ça pèse seulement 3 grammes. Donc l'enjeu de la valorisation des masques, c'est vraiment de réussir sa massification pour les collectes, car le produit est très très léger, mais très volumineux quand il est jeté. Et donc c'est la crise sanitaire finalement qui a amené à la création de filières de valorisation. Alors, on va faire un petit point d'étape sur les opérations de recyclage. Aujourd'hui, si vous participez à ce webinaire, c'est parce que vous voulez trouver de l'information et certainement passer le cap du recyclage des masques, mais aussi de vos EPI jetables dans l'entreprise. Il y a une notion qui est quand même très importante et que je veux partager avec vous, c'est que la solution finale de valorisation de votre masque, elle dépend du démantèlement qui est effectué sur celui-ci. Ce démantèlement, il a forcément un impact sur le coût de la prestation d'élimination, mais il a aussi un impact sur la qualité de la matière qui va être régénérée. Pourquoi je vous parle du processus de recyclage en détail? C'est parce que les collecteurs que vous allez, que vous pouvez rencontrer, travaillent tous généralement avec un partenaire de recyclage différent. Et il est important donc de noter que tous les recyclages ne sont pas identiques. Alors il y a le facteur économique qui est à prendre en compte quand vous allez choisir votre prestataire. Je sais que le démantèlement a un coût. Maintenant, il me paraît important quand même de vous sensibiliser sur le point de la finalité en fait du recyclage. C'est vraiment un élément que je vous invite à prendre en compte dans le choix de votre partenaire selon votre stratégie RSE par exemple. Là, si on regarde notre diapo, vous pouvez faire du recyclage uniquement des 3 couches de masque. Le masque 3 plis. Donc vous allez recycler 78% du masque, mais vous allez avoir quelque chose de monomatière. Il y a certaines entreprises qui sont en capacité de recycler à la fois les 3 plis du masque et puis la structure, très souvent en nylon ou en spandex, l'élastique d'oreille. Donc en fait, ils vont fondre la matière à une autre température de façon à ce que ces 2 produits s'amalgament. Et au final, on a une matière régénérée qui sera peut-être de moins bonne qualité que si on avait pris que les 3 plis. Et puis, il y a des systèmes qui existent et qui sont capables de recycler l'ensemble des 3 matières, sachant que la barrette nasale métallique, très souvent, elle va vraiment dans une filière d'élimination séparée. Alors, maintenant qu'on connaît le masque sous toutes ses coutures, on va s'intéresser un peu plus près aux autres tenues. Et alors ici, de catalogue d'équipements de protection jetables. Et puis, si on le regarde dans le détail, on s'aperçoit dans les descriptifs des articles qu'on commence à avoir des mots-clés qu'on a évoqués tout à l'heure. On voit matière non tissée, on voit le terme spunbond, on voit le terme PP, qui est l'abréviation du polypropylène. On voit vraiment là le mot polypropylène. Il y a un petit intrus ici, le polyéthylène, on y reviendra tout à l'heure. Mais grosso modo, en fait, l'ensemble des tenues de protection que vous allez pouvoir retrouver et qui sont jetables, elles sont en fait composées de la même matière que les masques. Du coup, comme il s'agit de la même matière que les masques, on peut imaginer qu'un traitement est identique en ce qui concerne sa gestion en fin de vie. Alors, c'est ce qu'ont fait en fait les recycleurs, c'est de tester l'incorporation de ces tenues dans leur processus de régénération. Et aujourd'hui, on retrouve des acteurs qui autorisent une collecte des tenues jetables en plus des masques. Alors, on a vu qu'on avait un petit intrus tout à l'heure, c'est le cas du polyéthylène. Je vous invite à regarder ce kit visiteur. Ce kit visiteur que j'ai trouvé dans un catalogue, il est en fait composé d'une charlotte et d'un masque en polypropylène. Il est aussi composé d'une blouse qui cette fois-ci est en polyéthylène et on se retrouve avec des surchausses en PVC. Donc là, on a trois matières différentes. Alors, ça ne pose pas forcément de difficulté dans certains processus de recyclage qu'il y ait de la contamination entre les matières, mais il est intéressant de se poser une question lors de ces achats sur la pertinence d'avoir plusieurs matières
qui vont forcément induire un décyclage un peu plus rapide au cours de la régénération. Donc un axe de progrès dans l'entreprise, c'est peut-être de réfléchir à ces achats et de sélectionner des tenues monomatières. Alors, est-ce que vous avez des questions déjà? Si surtout vous n'hésitez pas, hein, vous pouvez utiliser le chat et puis on essaiera de répondre le plus rapidement possible. Alors pour le moment, j'ai pas vu d'autres questions, donc on va passer aux acteurs. Alors, en préparant ce webinaire à la recherche d'acteurs sur le territoire, j'ai découvert qu'il y avait le syndicat des fabricants français de masques. J'ai appris qu'il y avait 4 fabricants historiques et qu'aujourd'hui, on va en retrouver plus de 40 en France. La plupart d'entre eux, en fait, assemblent la matière, assemblent les différentes couches plastiques. Aucune, jusqu'à cette année finalement, ne produisait de la matière première. Elle était importée très souvent de Chine et nos producteurs réalisaient l'assemblage des couches, le montage des élastiques et réalisaient la mise aux normes. Aujourd'hui, on a un fabricant de Medblow en Franche-Comté et on en a plusieurs qui sont en cours de création, qui ont été soutenus donc, par le gouvernement suite à la crise. Et il est possible d'avoir des produits qui sont 100% français, matières premières et assemblage inclus. Ici, je vous présente Call Me Open. C'est un fabricant de masques qui est basé dans les Pays de la Loire, qui est basé même dans le Maine-et-Loire. Il fait partie des fabricants historiques. Il dispose aussi d'une unité de production en Sarthe qui, elle, est plutôt dédiée à tout ce qui est gants jetables. Call Me Open fournit vraiment une grande majorité des hôpitaux français dans tout ce qui est matière d'hygiène. Alors, je ne sais pas s'il y en a qui habitent du côté d'Angers-Loire Métropole, mais jusqu'à présent, on ne voyait pas trop de campagnes de pub sur les bus pour ce type d'entreprise. Et puis là, la crise aidant, forcément, on a vu apparaître cette marque sur nos bus. Un autre acteur que l'on a en Maine-et-Loire, cette fois-ci, c'est un régénérateur de matière. Alors, Verso, son activité, c'est un mix entre la fourniture de contenants pour collecter vos masques et EPI et la solution technique de régénération du plastique dans son usine de transformation. Son cœur de métier, ça reste quand même la valorisation de la matière. Voilà, je viens de vous présenter un fabricant et un régénérateur et on va passer maintenant aux acteurs de la collecte avec qui peut-être vous avez envie de prendre contact pour éliminer vos déchets. Alors, on a sur la partie gauche de cette slide en fait des acteurs présents en région Pays de la Loire. Fibre 49 travaille avec Verso, Solutions Recyclage travaille avec Cyclade pour la régénération et MBBB, qui va être présenté tout à l'heure, travaille avec Cosmopolis. Cosmolis, pardon. Alors, il y a d'autres acteurs, hein, qui sont connus au niveau national. Maintenant, je vous invite vraiment à questionner vos partenaires d'élimination sur les filières de recyclage. Lors de mes audits, lors des audits de terrain que je peux réaliser, je rencontre souvent des entreprises qui acceptent des collectes de flux séparés de leur matière. Et puis finalement, quand on creuse un peu, on se rend compte que tout n'est pas forcément valorisé correctement. Donc il y a de nombreux acteurs qui se sont positionnés sur la collecte des masques et des EPI. Je vous invite à creuser, il y en a pour lesquels je n'ai pas réussi à avoir forcément toutes les informations nécessaires pour pouvoir les présenter aujourd'hui. Après, je vous dis ça pour les masques, mais c'est valable pour tous les déchets. Alors, parmi les 3 solutions que je voulais voir avec vous aujourd'hui et vous présenter, eh bien, il y a la solution Fibre 49 avec Verso. Fibre 49, ça rassemble une dizaine de structures de l'économie sociale et solidaire. Donc, c'est un maillage relativement dense sur le territoire du 49.
et il vous met à disposition des contenants qui seront dirigés vers l'usine Verso. Verso réalise un démantèlement manuel des masques et fait une matière régénérée qui est de très haute qualité. Depuis quelques temps, donc, Verso accepte les masques et les équipements de protection individuelle, les tenues d'hygiène jetables. Donc vous allez pouvoir avoir des box de plus gros volume pour collecter l'ensemble de vos équipements. Verso a été lauréat d'un appel à projet de l'ADEME en 2021 pour créer une filière complète de recyclage des masques à usage unique et des EPI en plastique non tissé, qui va de la collecte au process de recyclage et qui va même, je crois, jusqu'aux produits 100% recyclés avec des partenaires locaux. Verso travaille aussi avec Recigo, qui est un opérateur national qui appartient au groupe La Poste et Suez. Donc, si vous avez des structures qui sont localisées dans d'autres régions, elles peuvent aussi avoir le même partenaire si elles font affaire avec Verso. Une autre solution en région, c'est la structure Solutions Recyclage qui travaille avec Cyclade. Alors là aussi, on a un tri et un démantèlement qui est opéré de manière manuelle par des structures d'insertion. On a le broyage et la transformation du masque qui est réalisé par Cyclade dans l'Ain. C'est transformé donc en granulés de polypropylène. Et puis, ces granules que l'on voit sur la slide sont ensuite transformés en fils à proximité, toujours dans l'Ain, chez Infibre. Et à partir de ce fil, la société Billion, elle va faire de la maille. Et la maille va ensuite être transformée en t-shirt par Aura Evolution. Alors tout ça vraiment au sein d'un même territoire. Donc ici, ce projet est vraiment intéressant puisque le masque va retrouver finalement une valeur encore plus importante à l'issue de son recyclage. Solutions Recyclage est lui aussi lauréat de l'ADEME en 2021 puisque il va essayer de développer une filière de recyclage pour les vêtements de travail à usage unique en polypropylène, donc Blue, Charlotte, etc. Pour le moment, donc les masques sont acceptés dans la filière de solutions recyclage et c'est un acteur qui va être à surveiller puisqu'il va pouvoir proposer la récupération des tenues d'hygiène probablement au cours de l'année 2022. Cyclade travaille aussi avec Lemon Tree, donc ça c'est quelque chose qui est relativement connu en région parisienne et en région PACA. Voilà, si vous avez des structures aussi à l'extérieur de la région, ils peuvent collaborer avec Cyclade. Troisième solution, c'est MDDB. MDDB, vous êtes présenté donc par Alexandre Paulu, son dirigeant, dans quelques instants. Son partenaire, c'est Cosmolis dans le Nord. C'est un acteur, Cosmolis, qui est plutôt connu dans le traitement des DASRI, des déchets d'activité de soins à risque infectieux, déchets hospitaliers. Il a investi, Cosmolis a investi, il me semble, avant la crise, dans une chaîne de broyage des masques. Je ne pense pas qu'ils aient attendu la crise sanitaire finalement pour s'intéresser à ce projet. Le broyat est transformé en granulat chez Baudelet Environnement en Normandie. Et puis, donc ces granulés vont devenir une matière première pour rentrer dans la fabrication de pare-chocs ou d'habitacles dans l'industrie automobile. Et aujourd'hui, donc MDDB est en capacité de récupérer les masques et les EPI pour qu'ils soient traités par Cosmolis. Donc là, je vous ai présenté trois collecteurs dans trois départements, enfin implantés dans trois départements différents, mais qui rayonnent sur l'ensemble des pays de la Loire. Et puis, un régénérateur Verso qui est dans le Maine-et-Loire. Alors, je vais maintenant passer le bâton de parole à Alexandre. Donc, Alexandre Paulu est dirigeant de MDDB. Il va nous présenter sa structure, sa solution de collecte. Ce que je te propose, Alexandre, c'est que tu me dises suivant, et puis je passe à la diapo qui suit. C'est bon pour toi?
C'est bon pour moi, merci Guillaume, effectivement, et pour la qualité de la présentation que tu as pu faire en introduction du sujet. Donc bonjour à tous, donc Alexandre Pohu, dirigeant effectivement de mesdéchetsdebureau.com, nouvellement appelé MDDB. Je te propose d'avancer à la slide suivante. Voilà, donc avec mon associé Clément, nous avons créé en 2016 une première structure qui a été le lancement de notre volonté entrepreneuriale. Et nous avons démarré par des activités de conseil en qualité, sécurité, environnement, qui est la spécialité de mes études au départ. Pendant 2 ans, nous avons fait une incubation de notre activité de collecte des déchets de bureau, qui est notre première activité de collecte entre janvier 2018 et finalement décembre 2019. Cette période nous a permis en réalité d'apprendre le métier de collecteur, de trouver nos filières aval et de densifier notre réseau de partenaires, parce que sans partenaires, aujourd'hui, effectivement, un collecteur n'est pas grand-chose. En janvier 2020, nous avons décidé, après avoir trouvé l'intégralité des filières aval, l'intégralité des partenaires nécessaires, de filialiser à 100% cette activité de collecte des déchets de bureau dans une structure FI qui s'appelle donc mesdéchetsdebureau.com. Et cette année, en octobre, nous avons décidé de changer de nom et de le raccourcir et de le simplifier dans le nouveau nom qui est MDDB. Ce nouveau nom est en réalité le reflet de notre diversification dans les déchets collectés, puisque à ce jour, nous sommes en capacité de collecter les déchets de bureau, donc papier, gobelets, canettes, bouteilles en plastique, faire de la destruction de documents confidentiels, par exemple, et également collecter des EPI et masques, on va y venir après parce que c'est le sujet, mais également par exemple des biodéchets. Donc pour être le plus en accord possible avec les déchets que nous collectons, nous avons décidé de changer de marque commerciale. Tu peux avancer, Guillaume. Notre concept de départ, finalement, il est assez simple. On s'est aperçu qu'il y avait une réglementation existante et notre volonté, ça a été de proposer des réponses pour les entreprises et administrations. On peut avancer. Finalement, on a une réglementation environnementale qui est assez structurée et simple, puisque le droit français de l'environnement provient en grande partie de l'Union européenne et on a une directive cadre sur les déchets qui nous dit la priorité, c'est de ne pas produire de déchets. Bon, d'accord, mais quand on en produit, qu'est-ce qu'on fait? Dans ce cadre-là, la seconde priorité, c'est le réemploi à l'identique. Quand ce n'est pas possible, on nous demande d'orienter nos déchets vers un recyclage matière. Si ce n'est pas possible à nouveau, on va faire un recyclage par une valorisation énergétique. Et enfin, en dernier ressort, il reste l'enfouissement qui est accepté. Ça, c'est le cadre réglementaire européen. Et en plus de cela, on a le législateur français qui est venu ajouter un certain nombre de contraintes, avec d'abord un décret 5 flux qui s'est transformé en décret 7 flux récemment, qui impose aux entreprises et administrations de trier un certain nombre de matières à la source. On a un règlement européen sur la protection des données qui est venu renforcer cette notion de destruction de la donnée lorsqu'on n'en a plus besoin. Alors on pense d'abord au numérique, mais c'est également valable pour les données physiques qui sont contenues sur les documents sur support papier par exemple, les contrats, les factures, bon, il y a des durées de conservation légale, mais qu'est-ce qu'on en fait à la fin? Il y a un certain nombre de données qui doivent être détruites. Le règlement général sur la protection des données ne préconise pas un niveau de destruction particulier. Dans la pratique, ce qui est le plus approprié, c'est un niveau de destruction de type P4. Donc en réalité, ce sont des particules de papier assez fines une fois qu'elles sont broyées, puisque les particules font moins de 1 cm² lorsqu'elles sont détruites au niveau P4. Plus récemment encore, on a une obligation supplémentaire qui est apparue, qui est celle pour tous les producteurs de biodéchets de les trier à la source, et cette obligation s'étend progressivement puisque fin 2022, pardon, tout détenteur de biodéchets, tout producteur de biodéchets devra le trier à la source. Donc ce cadre réglementaire d'ensemble, en fait, est celui que nous avons choisi d'adresser et pour lequel nous travaillons au quotidien à trouver des nouvelles filières et les développer localement quand nous n'avons pas de solution. Je te propose d'avancer.
De manière assez simple, lorsque nous avons un prospect qui nous contacte, on va se déplacer, définir avec lui l'ensemble des flux de déchets qu'il produit. On va regarder les quantités de déchets produites par flux, lui proposer des solutions adaptées à ces quantités de déchets générées, c'est-à-dire que nous ne sommes pas en mesure de travailler sur des grands volumes. Par exemple, nous n'avons pas en parc des bennes de 15 ou 30 mètres cubes, ce n'est pas notre métier. Nous, on s'intéresse vraiment aux déchets plutôt diffus, à savoir la feuille de papier seule, qui n'intéresse pas un industriel majeur. Donc, nous, notre boulot, c'est quand même de faire de la massification. Donc, on va déployer ensuite les solutions de tri validées avec le prospect, et on va passer à une fréquence déterminée dans l'entreprise pour relever les contenants qu'on aura déployés. Chaque mois, on va remettre une attestation de collecte à notre client qui va récapituler l'ensemble des flux collectés avec les quantités associées, mais aussi les erreurs de tri constatées, parce que l'objectif, c'est quand même de s'améliorer, d'avoir le meilleur tri à la source possible pour limiter le travail aval de requalification des flux. Je te propose d'avancer. Donc, plusieurs intérêts à nos solutions. C'est évidemment, en premier lieu, un clé en main. On ne demande pas à nos clients de faire le travail à notre place. On leur permet une mise en conformité réglementaire. On est source de communication interne sur les démarches environnementales et RSE qu'ils peuvent avoir. On a une traçabilité et des statistiques, bien sûr, puisque ça, c'est évidemment légal. Mais on a aussi une activité qui est neutre en CO2, puisque nous réalisons notre bilan carbone tous les ans sur un scope 3 et que nous faisons une compensation intégrale. Donc, nous sommes neutres par compensation au sens légal du terme. Tu peux avancer, Guillaume. Pour revenir effectivement sur le sujet du jour et donc la collecte des masques, en réalité, je fais du plugging régulièrement et dès la crise sanitaire, dès qu'elle est apparue, qu'on nous a dit faut porter des masques, au mois d'août 2020, j'ai vu fleurir des masques sur les routes, dans les champs, en forêt. Et là, je me suis dit, mais en fait, on n'a pas de solution réelle de collecte mise en place. Et on a commencé à réfléchir en interne avec l'équipe à se dire comment on peut faire pour, un, les collecter, mais deux, les valoriser. Donc on a fait un travail de recherche de filière et on a effectivement identifié Cosmolis qui pouvait travailler avec nous sur ce sujet-là. Et dès octobre 2020, en réalité, on a lancé la collecte des masques à l'échelon local sur la Sarthe et les départements limitrophes que nous desservons déjà en collecte. Et à partir de là, on s'est dit, c'est bien, mais peut-être qu'on peut adresser aussi au niveau national la solution. Et en réalité, au même titre que Verso aujourd'hui propose des bacs de collecte, nous avons des bacs prépayés que nous envoyons à nos clients. Et une fois que ces bacs sont pleins, ils nous sont renvoyés et le circuit utilisé est celui de la Poste. Alors pourquoi travailler avec la Poste sur l'envoi des cartons pleins? C'est simplement que le transport des colis de la Poste est neutre en CO2 et que dans notre démarche environnementale, on cherche aussi à optimiser les émissions de nos partenaires et sous-traitants. Comment ça fonctionne de manière très schématique? On déploie soit les contenants qu'on vient collecter nous, soit on vous envoie le carton. Ce carton, une fois qu'il est plein ou à fréquence déterminée, nous, on va passer dans l'entreprise collecter. On va peser à la collecte les masques collectés. Ces masques vont être isolés dans notre entrepôt 72 heures à minima pour être sûr que le Covid-19, s'il était présent sur le masque, ne soit plus infectieux et limiter du coup le risque pour nos opérateurs. À l'issue, on retrie 100% de nos flux pour s'assurer d'une bonne qualité de la matière. On vient faire un travail de massification, puis on adresse à Cosmolis nos flux. C'est-à-dire que on va avoir un transport qui va être optimisé, puisque nous, on va affréter un transport par semi-remorque complet. Et l'ensemble du flux va arriver chez notre partenaire. Donc après, effectivement, ils se sont équipés bien en amont de la crise sanitaire d'un broyeur de masques. Donc, non pas qu'ils aient anticipé la crise, mais ils se sont intéressés au flux de matière des masques bien avant. Et effectivement, donc la particularité, c'est d'avoir une matière qui est de peu moins bonne qualité parce qu'aujourd'hui, les élastiques ne sont pas retirés.
Par contre, je sais qu'il travaille actuellement sur le sujet pour retirer les élastiques et éviter d'avoir une fusion de matière qui dégrade effectivement la qualité. À partir de là, aujourd'hui, on a une filière qui est parfaitement fonctionnelle, qu'on cherche toujours à optimiser. On est toujours aussi en recherche et en veille pour voir si on n'a pas des meilleures solutions, plus proches, pour répondre aux besoins de nos clients et améliorer aussi notre performance environnementale propre. Je te propose d'avancer, Guillaume. Suite à cela, en fait, on s'est interrogé, on a dit, mais on collecte des masques, est-ce qu'il y a d'autres équipements qui sont dans des matières similaires qui pourraient être collectés par le même biais? Et effectivement, on a identifié les flux Charlotte sur blouse et sur chaussures il y a plusieurs mois maintenant, et on a développé le même système de collecte, soit sur notre zone de rayonnement géographique avec des tournées de collecte organisées, soit par prépayé, ce qui nous permet aussi au national de collecter les EPI jetables. Donc le fonctionnement est strictement le même en réalité que pour les masques. La particularité, c'est que dès lors qu'on a un nouveau prospect, on travaille avec lui en amont en lui demandant les fiches techniques des EPI jetables qu'il a pour essayer d'être le plus monomatière possible et ne pas perturber la régénération matière en aval. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si j'ai effectivement du PVC ou d'autres matières que le PP, eh bien, on va travailler avec notre prospect pour essayer d'avoir plus qu'une seule matière. Donc toute la réflexion évoquée par Guillaume au départ sur pourquoi plusieurs matières, est-ce qu'on ne peut pas optimiser, mais nous on l'amène à nos prospects en tout cas, et on les alerte sur le sujet en leur expliquant qu'effectivement plus on mélange les matières, plus on dégrade la qualité du recyclage en aval. Voilà ce que je pouvais vous présenter de manière assez succincte et rapide sur le fonctionnement du service. Je ne sais pas si vous avez des questions qui me permettraient d'aller peut-être plus loin dans le détail. Alors, pour le moment, sur le chat, on n'a pas de questions, Alexandre. Merci beaucoup, en tout cas, pour ces informations et la manière dont tu gères les flux au sein d'MDDB. Ce que je vous propose, c'est qu'on continue donc avec le témoignage de Marion de Laval, qui est donc responsable QHSE chez Maison Prunier. On va surveiller le chat et puis on revient ensuite si on a des questions. Marion, ce que je te propose, c'est de faire de la même façon qu'avec Alexandre. Tu me dis next, suivant, et puis on enchaîne. Oui, Okay. pas de problème. Merci. Bonjour à tous d'abord. Alors, petite rectification, je ne suis pas la responsable QHSE. Je suis son adjointe en charge des dossiers RSE et emballage, tout en travaillant sur les aspects qualité aussi, effectivement. Donc, je travaille au sein de la Maison Prunier, donc on peut passer à la slide suivante. La Maison Prunier, donc, qui est une entreprise de charcuterie cuite, qui se fête ses 90 ans cette année. On peut passer au suivant. Donc, c'est une entreprise familiale. C'est la 4e génération Prunier qui est à la tête de l'entreprise en 2021, avec son président Léonard Prunier et son dirigeant Théophile Prunier. On est 160 personnes sur site et on fabrique 4730 tonnes de charcuterie par an. Suivant, s'il vous plaît. Donc, on fabrique des rillettes, des pâtés et des mousses, ballotines, galantines sur la période de la fin de l'année, des fêtes de fin d'année, et toute une gamme de produits qu'on appelle les produits du terroir, saucissons, boudins, andouillettes, etc. Donc, nous avons quelques certifications IFSBRC, des certifications labellisation par rapport à la qualité des matières premières qu'on achète, et une autre certification PM+, qui est une certification RSE ISO 26000 adaptée à la PME. Suivant, s'il vous plaît. Donc, notre vocation est de fabriquer des charcuteries qui révèlent notre amour du métier.
tout en contribuant à un monde meilleur dont nous rêvons tous. Et c'est pour ça que nous avons choisi de nous engager aussi dans la démarche PME+, suivant. Et que nous avons des engagements RSE bien spécifiques où nous travaillons sur l'économie de nos territoires, notre environnement au sens large et le bien-être au travail. C'est pour ça que tout naturellement, quand la crise du Covid-19 a commencé et qu'on a vu fleurir les masques un peu partout, de la même manière qu'Alexandre, c'est peut-être parce que nous avons les mêmes sensibilités, de voir tous ces masques au sein de l'entreprise et autour de l'entreprise, en fait, nous a un peu choqués, même si les masques, c'était quelque chose qu'on avait dans notre entreprise initialement, puisqu'on travaille des produits de charcuterie cuits qui sont consommés en l'état. Donc, c'est un pays d'hygiène obligatoire au sein de nos locaux, mais on en a vu de plus en plus et on a voulu trouver une solution. Alors, c'est vraiment de manière tout à fait naturelle qu'on s'est dirigé vers la solution de MDDB maintenant, quand ils ont mis en place leur collecte des masques. On peut passer à la slide suivante, s'il vous plaît. Et encore. Merci. Donc, c'est un partenariat qui a commencé en décembre 2020. Donc, c'est un premier rendez-vous, discussion avec Alexandre, comment on s'organise, comment on collecte, etc. Donc, on a défini des points de collecte au sein de notre manufacture avec des affiches explicatives. On a défini 6 points de collecte initialement en sortie de nos vestiaires et en sortie des locaux fermés de l'usine, puisque le port du masque est obligatoire à l'intérieur des locaux, ne l'est pas à l'extérieur. Et donc, du coup, pour faciliter le geste de tri, on a mis des points de collecte en sortie de vestiaire et en sortie d'usine. Depuis décembre 2020, on a effectué 12 collectes. Donc, on a fait à peu près une collecte mensuelle. On a décidé d'acheter une benne dédiée et logotée pour avoir un seul point de collecte en fait pour le prestataire de collecte. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous regroupons nos 6 points de collecte en un seul pour le prestataire. Et ça nous a amené à collecter sur l'année 2020-2021 à peu près 62 kilos de masques. Voilà. On a eu quelques petits échanges au début sur quel contenant, quel collecteur utiliser en fait pour mettre ces masques. Alors, on était parti initialement sur des collecteurs ouverts où les gens mettaient le masque simplement comme dans une poubelle de rue finalement. Et en fait, on s'est rendu compte que ça a posé des problèmes ou certaines réticences en fait. Où les gens nous disaient attendez, on va mettre dans ce sac-là potentiellement des masques sur lesquels il y a du virus ou autres bactéries et c'est à l'air libre. Donc on a changé notre système de collecte et on est parti sur des poubelles à pédalier, là, comme on peut voir sur la photo, qui se ferment et qui s'ouvrent. Et puis même pour les personnes qui viennent collecter les sacs, pour les regrouper en un seul point de collecte, elles ne sont pas en contact direct avec les masques puisque les sacs sont fermés. En fait, c'est un système où vraiment la poubelle se replie complètement sur elle-même et du coup, c'est relativement étanche. Et du coup, c'est tout naturellement, si on veut passer à la slide suivante, que quand... celle-ci, vous l'avez déjà vue, je ne vais pas vous la réexpliquer. On peut passer à la slide suivante, s'il vous plaît. C'est tout naturellement que quand Alexandre a proposé en fait d'étendre la collecte aux autres EPI à usage unique, qu'on a décidé de se lancer aussi dans cette aventure. Alors effectivement, on a fait un bilan des EPI à usage unique qui peuvent rentrer dans la collecte. Donc comme l'a dit Alexandre, c'est
Un bilan complet avec les fiches techniques de nos fournisseurs, de savoir de quoi sont composés, de quels matériaux sont composés nos différents EPI, autres EPI. Alors, en l'occurrence, pour l'entreprise, ça concerne les charlottes, les surblouses, les cache-barbes, les aumes, qu'on peut avoir en plus des masques, et effectivement tout ce qui va être blouse, sur blouse, sur les tenues de travail. Donc une fois qu'on a fait ce travail et qu'on a dégrossi, maintenant il va falloir qu'on change quand même notre manière de collecter, puisque là on est vraiment sur de l'EPI de travail et plus le pays, le masque Covid-19 en fait. Donc on va devoir changer les endroits de nos points de collecte. Très certainement aussi modifier la gestion de la collecte en interne, puisqu'on va devoir se rapprocher au plus près de nos ateliers de fabrication et ne plus seulement être dans les vestiaires. Donc on est encore dans l'organisation de tout ça et on espère un lancement au premier trimestre 2022. Voilà. Je vous remercie. Merci beaucoup Marion. Donc effectivement, des informations intéressantes sur la mise en place du tri. Moi, j'ai une ou deux questions. Sur une des photos avec la poubelle, on voyait deux affiches. Est-ce que tu es obligé de distinguer deux types de masques différents? Non, du tout. En fait, c'est qu'on avait Non. une affiche explicative du processus de collecte et de recyclage pour donner du sens en fait à nos opérateurs et aux différentes personnes qui travaillent au sein de l'entreprise. Et puis une affichette en fait pour dire que c'était un seul point de collecte pour les masques. Parce qu'il me semble, Alexandre, tu me diras si je me trompe, que sur les premières collectes, en fait, on a eu quelques loupés avec autre chose que des masques dans les sacs. Voilà. D'accord. Tout à fait. Effectivement, à la mise en place en fait du service, on constate toujours des écarts en réalité dans l'utilisation des bacs. Ça peut être marqué masque ou papier ou ce que l'on veut comme type de flux. Il y a toujours des écarts. Il y a un travail de sensibilisation à mettre en place au moment où on déploie une solution de tri en réalité. On a une question sur le chat qui est: est-ce que vous mélangez les masques et les autres pays, donc dans le même sac poubelle? Est-ce que du coup, une fois que la solution sera déployée, il faut séparer ces deux produits ou ils seront acceptés dans le même sac? Alors, on avait fait une demande pour pouvoir les mettre dans le même sac, pour simplifier le geste au niveau des opérateurs en production pour que tout soit mis dans le même sac. Maintenant, je vais laisser Alexandre répondre, préciser. Merci Marion. Alors effectivement, le flux, on s'est posé la question en interne de comment on allait gérer les différents flux matières. Et ça, c'est un travail qu'on a fait avec notre partenaire en aval pour reconnaître leurs besoins en réalité. Et après des tests de fluidité, puisqu'en fait, les EPI, les masques peuvent avoir des fluidités différentes lorsqu'elles passent dans les broyeurs. Aujourd'hui, les tests sont satisfaisants, donc on pourrait avoir un mélange en aval. On attend la confirmation technique de notre partenaire. Dans tous les cas, nous, aujourd'hui, on va proposer à nos clients de mélanger les flux, puisque, vu qu'on fait quand même un tri à 100% chez nous, on est capable, nous, de les reséparer si jamais on avait une difficulté technique avec notre partenaire. Très bien. Et du coup, une autre question pour Marion. Comment ça a été accueilli au niveau des équipes? Est-ce que c'est vécu comme une contrainte ou est-ce que voilà, ils sont tout à fait moteurs dans la démarche? Ça a été très très bien accueilli par les équipes. On a eu zéro réticence, les gens ont été très contents. Et c'est même les opérateurs qui ont été demandeurs de pouvoir mettre, en plus de leur masque, leur charlotte, leur cache-barbe, leur aume et autres pays, ne comprenant pas pourquoi, en fait, finalement, ils mettaient que leur masque. D'accord. Et alors, du coup, une autre question, cette fois-ci pour Alexandre. Les survêtements ayant une fermeture éclair sont-ils acceptés? En fait, est-ce que la présence de points durs
sur certaines blouses. On pense notamment à des pressions aussi qui peuvent être présentes sur certaines blouses jetables. Est-ce qu'aujourd'hui, ça a un impact sur la filière? Est-ce que tu as des infos sur ce point? Alors oui, j'ai effectivement des infos à ce jour. En fait, ça pose pas une difficulté en tant que telle, puisque au même titre que les masques ont une barrette métallique qui permet en fait de passer au niveau du nez, le fait d'avoir une fermeture, ça bloquera pas le broyeur en tant que tel. Par contre, la matière, si elle n'est pas conforme à ce qui est attendu en régénération, elle sera écartée après l'étape de broyage en réalité. Donc, nous, on aura toujours une vigilance à nous assurer de la matière de la fermeture éclair qu'il y aurait sur l'équipement jetable. Et là, on se référera à la fiche technique en réalité. Ok, merci beaucoup. Alors, j'ai pas d'autres questions. On va passer à la partie expérimentation masque et EPI à usage unique portée par la CCI. Et puis, vous allez voir, ça va être un petit peu la même chose que ce qui a été évoqué précédemment. On voit bien qu'un des enjeux, c'est massifier le gisement de masques et le gisement des EPI. Pourquoi la CCI veut porter ce projet-là? C'est pour, d'une part, soutenir l'activité des entreprises qui se sont engagées dans la valorisation de leurs déchets, comme Maison Prunier, mais aussi soutenir les opérateurs de collecte et de recyclage des masques de façon à pérenniser les structures qui ont été, qui ont nécessité des investissements qui sont parfois considérables après la crise sanitaire. Alors, l'étude du gisement des EPI en Pays de la Loire, il a été réalisé pour les masques, mais il n'a pas vraiment été réalisé pour tout ce qui est tenue jetable. Et donc, on a un travail d'évaluation, de la qualification et de la quantification de ces tenues jetables à réaliser. Alors, mon but, c'est pas de vous spammer à l'issue de cette présentation, mais vous allez quand même recevoir de ma part, avec cette présentation, des demandes d'informations sur vos déchets. Ça a été évoqué par Alexandre et par Marion. Il faut absolument obtenir des informations sur les caractéristiques de vos tenues de travail, puisqu'on ne pourra pas forcément tout diriger vers ces filières. Ou si on a des acteurs qui vous proposent de tout mélanger pour faciliter le geste de tri, à un moment donné, il faut quand même qu'ils soient alertes sur la composition des produits. Donc il y a un travail qui n'est pas forcément facile, qui est celui d'interroger vos services achats, votre DAF, pour avoir une idée des quantités d'équipements de protection individuelle qui sont achetés chaque année, et puis pour obtenir les fiches techniques de l'ensemble de vos produits. Une fois qu'on aura une idée de la quantification, de la qualification du gisement, la CCI fera un appel à manifestation d'intérêt auprès des collecteurs de façon à ce qu'ils puissent proposer sur la base d'une estimation du nombre d'entreprises qui souhaitent s'engager, du nombre d'équipements et donc d'un tonnage estimé sur des opérations de collecte. Et là, on essaiera de porter du coup cette mise en œuvre. Vous pourrez être accompagné par la CCI pour donc déployer ce tri au sein des entreprises. Alors, je ne sais pas si on a d'autres questions. La présentation se termine. On aura tenu nos 55 minutes. C'est parfait. Je vous remercie en tout cas d'ores et déjà pour votre participation. Merci beaucoup Alexandre et Marion pour votre témoignage. J'espère qu'on a pu apporter un éclairage sur la filière de recyclage des masques et des EPI et que de nombreuses entreprises passeront en phase opérationnelle rapidement et avec des acteurs en région, bien entendu. Alors, j'ai pas d'autres questions, surtout vous n'hésitez pas, vous allez avoir, vous avez certainement déjà mon adresse email. Si vous avez des questions à l'issue du webinaire, la nuit portant conseil, vous revenez vers moi. Si je dois les rediriger, je n'hésiterai pas. Alors, on a une question. Qu'en est-il des bouchons d'oreille jetables? Alors, je pense, pour ma part,
que les bouchons d'oreille, il va falloir s'intéresser à leurs fiches techniques. Il y en a en très nombreuses matières. Si vous regardez un petit peu en ligne, vous allez voir qu'il y a des opérateurs qui proposent de récupérer les bouchons d'oreille ou tout un tas d'autres choses. Cet opérateur n'est pas forcément très transparent sur la filière qu'il utilise en termes de recyclage. Je pense qu'effectivement, il faut se pencher sur les fiches techniques. Alors, est-il possible d'avoir une indication des coûts associés à ce recyclage? Alors, j'ai volontairement, pour ma part, fait l'impasse. Ils sont relativement stables depuis quelques mois. Maintenant, il y a vraiment des solutions en fonction des partenaires qui sont différentes en fonction du carton prépayé, du nombre de cartons que vous allez acheter en une seule fois, de la fréquence de ramassage, etc. Alexandre, peut-être que tu souhaites présenter quelque chose à ce sujet? Oui, alors un élément, un indicatif, hein, aujourd'hui, nous sur une solution prépayée pour un carton qui contient en réalité 7 kg de masque, soit allez, à 3 grammes le masque, entre 1500 et 2000 masques selon comment vous tassez aussi. À l'intérieur du carton, on est aujourd'hui à un peu plus d'une cinquantaine d'euros le carton qui comprend donc le packaging, l'expédition, le traitement et le retour prépayé. À savoir qu'effectivement, il y a une dégressivité de tarif, plus on prend de carton prépayé, moins ça coûte cher au carton. Et lorsqu'on est en collecte directe, il y a un coût de passage effectivement qui dépend en fait de la zone géographique et un coût de traitement aujourd'hui qu'on affiche à 2,80 € du kilo. Alors, pour être tout à fait transparent. Merci beaucoup, Alexandre. Oui. Et effectivement, la partie tarification, elle dépend vraiment de la localisation, des opérations de recyclage qui sont réalisées derrière. Donc, il faudra se rapprocher de chaque opérateur pour avoir ces conditions tarifées. Alors, j'ai pas d'autres questions. Merci beaucoup en tout cas pour, pour votre participation. Et puis encore une fois, merci Alexandre et Marion pour votre témoignage. Je reviens vers vous donc avec l'enregistrement de ce webinaire et puis la fourniture donc de cette présentation. Très bonne fin de journée à tous. Ah, on a une dernière question. On a une dernière question. Non, c'était un merci. Merci beaucoup. Merci. Au revoir. Bonne journée, au revoir. Merci, au revoir.